Sud Radio, l'invité politique, Jean-Jacques Bourdin. Notre invité ce matin, Anne Lauvergeon. Anne Lauvergeon, bonjour. Bonjour, Jacques Bourdin. Alors, Anne Lauvergeon, je rappelle que vous avez fondé Areva. Je rappelle que vous êtes l'une des personnes... Vous connaissez parfaitement le monde de l'énergie, évidemment, et vous publiez un livre chez Grasset, Un secret si bien gardé, c'est le titre. Vous allez me dire quel est ce secret si bien on gardé. va le partager. Vous allez me partager ce secret, Mais oui. j'espère. Bon, Anne Lauvergeon, nous allons parler d'électricité, de gaz, de nucléaire, d'énergie renouvelable. Je vous poserai une première question, mais extrêmement simple. Est-ce que nous pourrions, nous, consommateurs, aujourd'hui payer moins cher notre électricité et notre gaz ? Eh bien, c'est pour ça que j'ai écrit ce livre. Parce que quand on regarde les 10 dernières années, Oui. nos factures d'électricité ont augmenté en moyenne de 120%. Ouais. C'est-à-dire, par an, 3 à 4 fois le niveau de l'inflation. Et ça, alors j'explique pourquoi, j'explique comment. Et parce que c'est bien de faire des diagnostics. En général, on aime bien ça en France. On fait des diagnostics qui sont très sombres. Des constats, oui. Voilà. Et la conclusion, c'est il faut se serrer la ceinture. Oui. Là, non, justement, le secret si bien gardé, c'est le fait qu'on pourrait, avec ce qu'on a déjà investi depuis 30, 40 ans, eh bien, on pourrait produire plus et donc payer moins cher. C'est quand même une bonne nouvelle. On pourrait produire plus, c'est-à-dire que la France pourrait produire plus d'électricité. Oui. Hein, et donc, notre électricité serait moins chère. Elle serait moins chère pour les Français. On investirait moins, donc ça serait moindre augmentation de tout ce qui nous attend si on fait la programmation pluriannuelle de l'énergie telle qu'elle est préparée aujourd'hui par le gouvernement. Et puis, on pourrait exporter plus. Oui. Rapporterait des devises, et puis on pourrait faire une transition énergétique intelligente. Alors, justement, nous allons développer tout cela à propos d'exportation. La France a vendu de l'électricité l'année dernière pour 5 milliards d'euros. Ça a rapporté 5 milliards d'euros, oui, mais on importe 64 milliards d'euros de pétrole et de gaz. Il faut quand même équilibrer les chiffres. Bon, ça c'est une chose. Vous dites, on pourrait exporter plus. On pourrait produire plus. Notre électricité pourrait être moins chère. Comment, Anne Lauvergeon ? Comment ? Alors, nos parents, ou les gens du temps de nos parents, ont construit 57 réacteurs nucléaires. Ces 57 réacteurs nucléaires ne fonctionnent pas. Alors ça, c'est un secret très bien gardé, Jean-Jacques Bourdin, très bien gardé. Ils ne fonctionnent absolument pas comme ils pourraient fonctionner. C'est-à-dire que vous avez l'AIEA, l'Agence internationale de l'énergie atomique. C'est à Vienne. À Vienne, le pays le plus anti-nucléaire du monde. Oui. C'est l'Agence des Nations Unies en charge du nucléaire. Eh bien, il donne tous les éléments, c'est-à-dire qu'en fait, chaque mois, il relève ce que chaque réacteur dans le monde a produit d'électricité et il compare ce qu'il a produit avec sa capacité théorique, le maximum de ce qu'il aurait pu faire. Et à partir de là, chaque année, en fait, il donne ce qui a été fait en théorie versus ce qui aurait pu être fait. Ça donne quoi ? Ça donne le facteur de charge, un pourcentage. Votre réacteur, il a fonctionné 95% du temps, vous allez avoir un 95%. Les meilleurs du monde, aujourd'hui, produisent aux alentours, ils sont au-dessus de 95%. C'est-à-dire que le réacteur... Ils produisent 95% Ils produisent du temps. 95% du temps. Ils fonctionnent, en fait, voilà. Ils fonctionnent 95%. Exactement. Et on garde 5% pour les réparer, pour les contrôler, pour... Bon. Exactement. Et en France ? Et en France, eh bien, par exemple, si je prends les chiffres 2023, on est avant-dernier mondial, c'est-à-dire on est à 67%. Alors, EDF ne communique jamais sur ce chiffre. Ça veut dire quoi, Anne Lauvergeon ? Ça veut dire que volontairement, aujourd'hui, en France, on fait tourner nos réacteurs
À 67%. Alors, il faudrait poser la question au comité exécutif d'EDF, c'est-à-dire savoir pourquoi ils ont une performance aussi basse. Mais c'est quoi? C'est les mesures de précaution? C'est le principe de précaution? C'est quoi? Alors, je pense qu'il y a plusieurs raisons derrière, mais c'est une interprétation. Vraiment, il faudrait qu'ils répondent. Ils disent rien sur mon livre, d'ailleurs. Ils ne répondent rien. C'est vrai. Rien. Le silence. Parce que ils ne peuvent pas dire le contraire. C'est ce qui est affiché de manière collective. Alors, eux parlent jamais de facteur de charge, jamais de pourcentage, rien. Ils parlent de ce qu'ils ont produit en térawattheure. Alors, la térawattheure, c'est pas votre unité de base, la mienne non plus. Non. Ils ont fait 361 térawattheures en 2024. Et dans la programmation pluriannuelle de l'énergie, qui est un document qui finalement résume notre politique énergétique pour les 10 ans à venir, eh bien, on s'est fixé à 360 TWh. Or, 360 TWh, c'est 67%. 67%. Alors, pourquoi parce que l'État se laisse faire. Mais il pourtant, voit pas. EDF a été nationalisé. Bah oui, mais avant, il était déjà majorité complètement publique. C'est vrai. Alors pourquoi ? Il y a une première interprétation, c'est regardez les résultats de 2024 d'EDF. 12,4 milliards d'euros de bénéfices nets. Ah, ça veut dire. Donc ça veut dire que pour faire du bénéfice net, EDF fait tourner ses réacteurs moins longtemps qu'ailleurs dans le monde. C'est la première explication. Et on voit qu'effectivement, ça marche assez bien. Au détriment du consommateur qui, lui, paie sa facture plus chère. Voilà, c'est ce que vous dites. Ça fait monter le prix des factures. Alors, premier point. Deuxième point. La deuxième explication, c'est qu'on a mis EDF sous la tutelle de ministres de l'Environnement. Ça, c'est une décision qui a été prise il y a une quinzaine d'années. Des ministres de l'Environnement qui, en général, ont été antinucléaires. Étant antinucléaire, il fallait qu'EDF se fasse petit. Troisième raison, EDF a refusé, de facto, moi je leur ai proposé beaucoup de fois, a refusé d'adopter les technologies, les méthodes qui permettent d'améliorer le rendement. Pourquoi ? Parce que ça n'avait pas été inventé chez EDF. Donc, je pense qu'à votre question, c'est un mélange des trois. J'ai compris, Anne Lauvergeon. Bien. Mais il y a un fait majeur qui n'a pas été tellement souligné dans la presse cette semaine. L'Allemagne ne bloquera plus les efforts de la France pour faire en sorte que l'énergie nucléaire soit traitée de la même manière que l'énergie renouvelable. C'est une avancée majeure, Anne Lauvergeon. C'est historique. C'est historique. C'est absolument extraordinaire parce que l'Allemagne a mis des bâtons dans les roues à chaque fois qu'on a voulu faire reconnaître que le nucléaire était une énergie au milieu d'autres, qui était décarbonée. L'Allemagne, qui a fait le choix des renouvelables en vitrine, en devanture, derrière, parce que c'est intermittent des renouvelables, l'éolien, le solaire, ça marche quand il y a du vent, quand il y a du soleil. Dès qu'il n'y a pas de vent, pas de soleil, il faut faire démarrer des énergies qui fonctionnent tout le temps. Il faisait démarrer le charbon, bien sûr, et le lignite. Oui. Et puis ce qu'il disait encore moins, c'est que derrière tout ça, il y avait quoi ? Il y avait le gaz russe. Alors ça a fait pchit. Donc ils se sont retrouvés dans une situation impossible. Si vous prenez l'année 2022-2023, un Allemand a fait 9 fois plus de CO2 qu'un Français. Nous, on a une énergie décarbonée à 90%, grâce au nucléaire, mais aussi grâce à un moyen fantastique de faire de l'électricité, dont on ne parle jamais, qui est l'hydroélectricité. Les barrages. C'est un truc formidable. Alors là, vous en avez pour 100 ans, 120 ans. C'est des investissements de très long terme. Tant qu'il y aura de l'eau, quoi. Tant qu'il y aura de l'eau. En montagne, quand même. Il y aura de l'eau. Il y aura de l'eau. Il y aura de l'eau. Et donc, le fait que les Allemands renoncent à nous embêter, vous savez que sous le précédent chancelier, il y avait une secrétaire d'État qui était l'ancienne patronne de Greenpeace, donc totalement anti-nucléaire, qui avait en charge de se propulser dans tous les cénacles pour empêcher un fonctionnement normal du nucléaire et empêcher le nouveau nucléaire. Donc aujourd'hui, en Europe, la bonne nouvelle, c'est qu'on n'a plus qu'un pays fondamentalement anti-nucléaire, c'est l'Autriche.
Enfin, l'Autriche n'a pas le poids de l'Allemagne. Et l'Autriche est gouvernée par des libéraux très à droite qui est foncièrement anti-nucléaire. Ça, c'est un paradoxe absolument incroyable en Europe. Tout en en achetant de l'électricité à ses voisins qui font du nucléaire. C'est relativement hypocrite. C'est l'hypocrisie totale de tous les gouvernements, quels qu'ils soient dans le monde. Hein. L'hypocrisie totale. Mais dites-moi, donc cette décision allemande est très importante. Très. Alors aujourd'hui, nous sommes indépendants en termes d'énergie grâce à notre nucléaire. En termes d'électricité. En termes d'énergie, on ne l'est pas. Parce qu'on importe du gaz américain, notamment du gaz de schiste, qu'on a combattu souvent à juste raison. Mais enfin, ça, c'est un autre débat. C'est un débat qu'il faudrait qu'on ait, parce que le problème, c'est qu'on va importer effectivement du gaz américain liquéfié. On le fait déjà, mais Ursula von der Leyen a annoncé qu'elle voulait développer les importations américaines. 80% de ce gaz, c'est du gaz de schiste. Oui. On s'est interdit en Europe, non seulement d'explorer, non seulement de produire, mais aussi de faire de la recherche pour essayer de trouver des technologies propres. Donc, on va importer du gaz de schiste qui sera liquéfié avec beaucoup d'énergie aux États-Unis, transporté dans l'Atlantique, utilisé ici. Peut-être qu'il faut qu'on réfléchisse à savoir si on ne pourrait pas le faire en Europe de manière propre. Or, pas du tout, il n'y a aucune... Et puis vous n'entendez pas les écologistes hurler sur le gaz de schiste américain. Bien, Anne Lauvergeon, donc nous produisons beaucoup d'électricité. Est-ce que nous produisons trop d'électricité ? Ah ben non, puisqu'on pourrait produire beaucoup plus. Puisqu'on pourrait produire beaucoup plus, parce que certains le disent. Alors, qu'on produit trop d'électricité, si on en produit... Si on produisait plus, d'abord on pourrait exporter plus, et nos voisins en ont terriblement besoin. Oui. Vous prenez l'Espagne, avec le récent blackout, l'Italie, l'Allemagne, tous ces pays ont besoin d'énergie décarbonée. Oui, Anne Lauvergeon, à propos de l'Espagne et du Portugal, est-ce qu'on connaît les causes du blackout ? C'est très intéressant ce qui s'est passé, parce que le gestionnaire du réseau espagnol a très vite dit nous pensons que ceci a un rapport direct avec 2 champs photovoltaïques. Oui. La ministre en charge de l'énergie a tout de suite stoppé en disant on n'en sait rien. Bon. Et a commencé à parler, alors elle a mis en place une commission, et puis on a commencé à parler de hackers russes qui auraient pu être à l'origine. Là aussi, le gestionnaire de réseau a dit non, on n'a pas vu trace de hackers. Oui. Et en fait, je pense que pour le gouvernement espagnol, c'est très compliqué de dire que l'intermittence des renouvelables est peut-être à l'origine de ce gigantesque blackout. C'est un sujet tabou. Donc la commission continue à travailler. Je ne sais pas quand est-ce qu'on en aura le résultat. Parce qu'il faut rappeler qu'en Espagne, les énergies renouvelables sont très développées. Très développé. Le solaire en particulier. Le solaire est très développé. Plus que l'éolien, oui. Le solaire. Alors justement, on oppose à tort sans cesse le nucléaire aux énergies renouvelables. Je pense que vous êtes d'accord avec moi. Mais c'est stupide. C'est stupide d'opposer les deux. Totalement. C'est stupide, il faut les deux. Et les renouvelables ont besoin d'une production d'électricité de base, quand ils sont intermittents, et autant que ça ne soit pas une source fossile, mais une source domestique. Alors on a les tout nucléaires ou les anti-nucléaires, on a les tout énergies renouvelables ou les anti-énergies renouvelables. Comme toujours, quand on est dans l'excès, on est dans l'erreur. Exactement. Alors, ce qui est dangereux dans ce qui nous est préparé pour les 10 prochaines années, c'est que on a juxtaposé tout. C'est-à-dire qu'on a additionné tout ce qui faisait plaisir aux uns et aux autres. Voilà. Beaucoup plus de renouvelables, plus de nucléaire. On ne va pas se payer tout ça. Enfin, je veux dire, on n'est pas dans une situation... Surtout que, vous parliez de facture d'électricité, Jean-Jacques Bourdin, c'est celui qui paye sa facture, qui paye tout. Qui paye les investissements. Donc, c'est nous tous. Et puis, c'est aussi les industriels. Comment ils vont être compétitifs si on leur rajoute à chaque fois du poids sur les épaules? Si le coût de l'énergie est très important. D'ailleurs, ça fait peur à de nombreux investisseurs. Le coût de l'énergie en France, c'est l'un des problèmes de la France. Alors que ça ne l'était pas. On était les champions. Alors, ce que je propose, donc, d'utiliser... D'ailleurs, c'est le principe de la frugalité. C'est utiliser ce qu'on a déjà.
et non pas se précipiter. Il faut en faire. Il faut. Vous êtes favorable quand même à la fabrication future, aux investissements pour de nouveaux réacteurs nucléaires. Bien sûr, mais de manière, je dirais, acceptable pour nous tous. C'est-à-dire que on nous mette pas sur les épaules. Moi, je vais vous dire, si on parle en réacteur nucléaire, si on faisait produire 30% de plus le parc français, ce qui est tout à fait atteignable, eh bien ça fait alors suivant les calculs et suivant les réacteurs, ça fait entre 7 et 11 EPR2. Oui. Gratuit. Gratuit, oui. Mais vous vous rendez compte ? Alors bien sûr qu'il faut en faire des nouveaux parce que ils vieillissent, parce que voilà. Mais c'est d'autant plus important de produire plus sur la base installée qu'aujourd'hui, avec une intermittence grandissante, en fait, on fait moduler les réacteurs. On les démarre, 20-80% de fonctionnement. Ils n'ont pas été construits pour ça. Hein. Bien sûr. Ils ne sont pas... Mais bien sûr. Bien sûr. Alors, est-ce qu'il faut parallèlement, vous dites attention, prudence, l'investissement nucléaire, oui, c'est indispensable, mais ne nous emballons pas. Est-ce qu'il faut parallèlement, puisque nous avons les capacités que nous n'utilisons pas, est-ce qu'il faut parallèlement ralentir le développement de l'éolien et du solaire ? Ah ben je pense qu'il faut ralentir effectivement tout ce qui est prévu, c'est-à-dire que on est en train de préparer un Everest là d'investissement. Oui. Dont on a partiellement besoin seulement, et on va renchérir une fois plus la facture d'électricité. Ce qui veut dire pour un certain nombre de gens qui vont devoir faire des arbitrages entre chauffage et nourriture, et puis pour nos industriels, on a vu cet accord au-delà de 70 €, c'est absolument pas viable. Mais bien sûr. Anne Auvergeon, en rappelant que l'éolien en mer produit 3 fois plus que l'éolien terrestre. Oui. Hein, donc, quitte à mettre de l'éolien, vaut mieux le mettre en mer que sur terre. On est je suis parfaitement d'accord. D'ailleurs, c'est ce qu'on faisait chez Areva, c'est-à-dire on développait de l'éolien offshore, parce que effectivement, ça embête moins. Alors c'est plus cher aussi. Il faut appeler un chat. L'investissement et la subvention sont plus importants. C'est plus cher. Oui. Bon, alors le réchauffement climatique, parce que tout cela, il faut regarder tout cela à l'aune du réchauffement climatique. On ne doit pas abandonner le réchauffement climatique. C'est une réalité. La lutte contre le réchauffement climatique. Comment faire ? Vous dites, si nous utilisions mieux nos moyens, nous lutterions mieux contre le réchauffement climatique. Oui, parce qu'avec avec une électricité moins chère, on peut décarboner, en fait, de manière beaucoup plus efficace, un certain nombre d'usages de l'énergie. C'est-à-dire, si on veut substituer des fossiles par l'électricité, ça suppose que ça soit attractif sur le plan économique. Or, c'est pas du tout le chemin qu'on vient de prendre les 10 dernières années. Anne Auvergeon, est-ce que dans le monde aujourd'hui, de plus en plus de pays se retournent vers le nucléaire ? Ah oui. Un peu partout. Un peu partout, c'est saisissant. C'est-à-dire ceux qui ont déjà fait du nucléaire, qui veulent en faire plus ou le rajeunir. Et puis ceux qui n'en ont jamais fait, y compris des pays pétroliers. Ce qui paraît stupéfiant. Y compris des pays pétroliers. Y compris des pays pétroliers. Donc on est vraiment dans un est-ce que shift. nous, Français, nous sommes capables d'exporter notre savoir-faire nucléaire ? Est-ce que nous le faisons bien ? En France, il y a eu massacre à la tronçonneuse. C'est-à-dire que Areva était leader mondial de l'industrie nucléaire, numéro 1 sur le podium sans aucun doute devant les Russes et les Américains. Eh bien, la décision, Fukushima a été une catastrophe, bien sûr, au Japon. Mais ça a été une catastrophe pour l'industrie nucléaire qui a vu le prix de l'uranium s'effondrer, le prix de l'enrichissement, etc. Alors, les Chinois, les Russes, les gouvernements chinois et russes sont allés voler au secours de leur industrie nucléaire dans la minute. Aux États-Unis, Westinghouse est parti en Chapter 11, en faillite. A été repris, après une compétition très rude, par un des plus gros fonds américano-canadiens, et vient d'être revendu très cher à Cameco. Cameco, c'est qui Cameco ? C'est des producteurs d'uranium canadiens. Qui sont canadiens. Ce sont des Canadiens. Canadiens. Et alors, ce qui veut dire que les Canadiens possèdent le nucléaire américain. Oui.
Ça, c'est très intéressant au niveau stratégique. Surtout en ce moment. Surtout en ce moment, évidemment. Ouais. Et alors, qu'est-ce qu'on a fait en France? Oui. Eh bien, rien. C'est-à-dire qu'Areva, pendant 5 ans, l'actionnaire principal, l'État, avait le nucléaire honteux. Donc le nucléaire honteux, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il ne faut pas aider l'industrie nucléaire, donc pas d'augmentation de capital, etc. Donc ça a duré 5 ans. Au bout de ces 5 ans, il y a eu une augmentation de capital de 7 milliards, mais avec comme condition de couper en 2. Alors même que le modèle Areva a été copié dans le monde entier. Depuis lors, depuis 2011, il n'y a pas eu un réacteur vendu par la France. Pas un réacteur vendu depuis 2011. Pas un. Le numéro 1... Nous sommes meilleurs pour les Rafales. Hein. Exactement. Alors, au passage, l'État, qui n'avait que 15% d'Air France, au début du Covid, a apporté 7 milliards en 5 semaines. Oui, c'est vrai. 5 ans, 5 semaines. En termes stratégiques, peut-être qu'on aurait pu parier un peu plus sur l'industrie nucléaire. Donc le résultat aujourd'hui, pas de réacteur vendu. Celui qui est sur le podium, c'est Atomstroy Export, ce sont les Russes. Oui. 25 réacteurs en commande en dehors de Russie. Ah, oui. Alors, ils font comme les Rafales, c'est-à-dire que le gouvernement russe, enfin Gazprombank en l'occurrence, donc je dis gouvernement russe, finance systématiquement les étrangers qui veulent passer par lui. Derrière, il y a Westinghouse. Et c'est bourré de Français. Hein. Les anciens d'Areva, beaucoup d'anciens d'Areva sont chez Westinghouse. Chez les Canadiens, là. Ça m'a été proposé aussi, mais vous savez, moi je suis pas footballeuse, donc je suis restée J'ai une dernière question en à France. vous poser. Je sors de l'énergie, mais quand même, vous, pour grande universitaire, vous avez fait les plus belles écoles du monde. Donald Trump interdit à Harvard d'accueillir des étudiants étrangers. C'est incroyable. Tout ça parce que Harvard a refusé d'obéir. Oui. À Donald Trump, qui voulait spécifier que certains programmes devaient être arrêtés, etc. Et alors, il lui coupe, il essaie en tout cas de couper une source très importante financière, puisque les étudiants étrangers payent très cher le fait d'arriver à Harvard. Bon, je pense que c'est une décision qui va quand même être contestée sur le plan juridique, parce que elle est quand même... C'est stupide. Pour moi, c'est stupide, mais c'est très dangereux. C'est-à-dire que si on a un président des États-Unis qui en est à décider dans le monde universitaire ce que telle ou telle université peut faire ou ne peut ne pas faire, et puis derrière tout ça, il y a quand même là aussi la liberté universitaire. Comment est-ce qu'un président des États-Unis peut décider des bons programmes ou pas qu'on doit développer? Merci Anne Lauvergeon d'être venue voir. Merci c'est passionnant. Et j'invite chacun à lire votre livre, Un secret si bien gardé, aux éditions Grasset. Il est 8h57. Merci d'être avec nous. Patrick Roger, juste après les informations.